Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir répondu à notre webinaire que nous, les laboratoires Infamidis, avons organisé. Je me présente pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à la dernière présentation. C'est Mustafa Oudali, directeur médical. Je tiens à remercier vivement le professeur Zekri, que vous connaissez, qui est professeur en médecine interne et présidente de la SAMER, qui va nous parler aujourd'hui de la sensibilisation des patients à l'intérêt de l'équilibre glycémique. Sans tarder, je laisserai la parole au professeur Zekri. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être de nouveau parmi vous, non pas comme je disais la dernière fois en présentiel, mais grâce à ce webinaire, et je remercie donc les laboratoires Infamedis qui nous permettent donc de partager nos connaissances. Et je vais essayer de faire vite cette fois-ci, de façon à pouvoir laisser du temps pour les questions. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui de la sensibilisation des patients à l'intérêt de l'équilibre du diabète. Et on sait que ce qui prend du temps, c'est surtout l'équilibre glycémique, même s'il faut voir l'équilibre du diabète dans sa globalité. Rappelez-vous de l'étude Steno 2 qui avait montré qu'on pouvait contenir les choses et diminuer la morbimortalité cardiovasculaire si on réduit l'ensemble des facteurs de risque. Lorsque nous diagnostiquons un diabète chez un patient et que nous lui annonçons, en fait, ça ne se passe pas très bien pour le patient. Même s'il ne laisse rien y paraître, ce patient est tout d'abord choqué. Il est choqué, en fait, cette slide que vous voyez devant vous est la modélisation des étapes par lesquelles vont passer les patients qui sont en fin de vie et qui ont été adaptés aux maladies chroniques, en particulier donc le diabète, puisque toutes les maladies chroniques, on ne peut pas les guérir, et donc le patient passe par ces différentes étapes. Donc, dans un premier temps, quand vous lui apprenez qu'il est diabétique, il va être choqué. Et donc, ça ne sert à rien de prolonger la discussion et de lui apprendre les complications, etc. Il ne vous écoute pas, ou même s'il fait semblant de vous écouter, il ne vous entend pas. Dans un deuxième temps, il va être dans un état de déni. La preuve, c'est que très souvent, ils vont papillonner d'un médecin à l'autre pour essayer de confirmer en disant non, le laboratoire et le médecin se sont probablement plantés, donc je vais refaire les choses. Et puis arrive un stade de révolte, quelque temps après, où ce malade va se révolter contre tout, sa famille, son travail, y compris son créateur, pour dire « Ya Rabbi, alash katabt aliya shahada », etc. Enfin, arrivera l'étape de la négociation où il va venir vous voir pour vous dire « Et si je me mets à faire le régime, et si je maigris, est-ce que c'est réversible ?» Et c'est là vous lui annoncez que vous pouvez stabiliser les choses, sauf que ça ne sera pas réversible. Enfin arrive un stade de tristesse où le malade va faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous lui demandez, mais il est un peu extérieur à cette maladie, vous sentez qu'il n'est pas tout à fait dedans. Et enfin, on arrive au stade d'acceptation. L'acceptation, c'est ce que nous cherchons, et donc nous allons essayer, au fur et à mesure que nous recevons ces malades, de raccourcir ces étapes pour arriver le plus rapidement possible au stade d'acceptation. Car le diabète est une maladie complexe qui affecte en fait la vie quotidienne des patients et à vie. La preuve, par cette étude, qui est l'étude de Down, que vous connaissez, mais Down international et pas la Down Algérie. Donc, vous voyez que quand on interroge ces malades, ils disent que ça représente un véritable fardeau lié à la prise en charge de cette maladie. Et 39% d'entre eux vont vous dire, eh bien, nous sommes, en fait, la prise des médicaments, voire encore de l'insuline, interfère dans 39% des cas sur le fait de vivre une vie normale. Et dans 56% des cas, eh bien, c'est surtout
l'interférence, enfin la crainte de l'hypoglycémie. Et la crainte de l'hypoglycémie, on l'avait envisagé déjà la dernière fois, puisqu'elle va empêcher le médecin et même le patient d'arriver à optimaliser le traitement. Et finalement, pourquoi tout ça? En fait, il faut aussi comprendre que ce diabète, qui est la maladie la plus complexe des maladies chroniques, en fait, demande un investissement terrible de la part du malade. Lorsque tous les 3 mois, nous voyons un malade pour donc faire le contrôle, en fait, ça ne représente que 0,02% du temps de la prise en charge que le patient doit consentir en totalité donc à ce diabète. Et donc, pendant 99,98% du temps, ces patients sont atrocement seuls. On ne peut pas les laisser seuls devant une maladie complexe et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils viennent de découvrir, même s'ils ont quelques connaissances par ouï-dire ou parce que quelqu'un de la famille est déjà diabétique. Donc, il faut absolument les prendre en charge, non seulement, on avait dit, pour essayer de raccourcir les étapes, mais également pour leur transférer toutes les compétences nécessaires. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle pour avoir une bonne prise en charge, arriver à bien contenir cette maladie? En fait, on a identifié 2 obstacles principaux. D'un côté, il y a un obstacle qui est inhérent aux patients, et il y a vraiment des recommandations. Vous savez qu'on raisonne par l'évidence-base de médecine, et même si on les connaît et qu'on ne les applique pas, même si on les connaît, je veux dire, eh bien, ça veut dire qu'on est en inertie clinique, et ceci est très mauvais pour l'optimalisation du traitement et pour atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Et donc, il faut agir à ces 2 niveaux, c'est très, très important. Alors, mais il faut quand même distinguer la différence par rapport à ce qu'on demande aux malades. En fait, c'est un problème de sémantique. Alors, on définit l'adhérence. L'adhérence, c'est quoi? C'est tout simplement l'adéquation des comportements du patient avec les traitements proposés pour améliorer sa santé. Donc, le malade est adhérent, ça veut dire qu'il va adhérer à mes prescriptions, à tout ce que je lui ai dit. Mais il y a un autre concept qu'il faut avoir en tête et qu'on parlera donc, qu'on définit sous forme de persistance. La persistance, c'est un marqueur d'adhérence à long terme. Ça veut dire que le malade, non seulement il a accepté le traitement que je lui ai prescrit, mais il va le prendre tout au long donc de ces prescriptions, 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, la persistance est définie dans les études en fonction donc du temps que vous vous êtes imparti pour surveiller ces patients. Mais le malade le plus persistant, c'est celui qui va coller à toutes vos prescriptions tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'adhérence? En fait, la première des choses qui est importante pour nous en tant que soignants, et quand je parle des soignants, c'est le médecin, mais également les paramédicaux, ceux qui interviennent dans la prise en charge de ce malade, il faut qu'on pratique l'écoute active. Et c'est quoi l'écoute active? C'est non seulement apprendre à nous taire pour écouter les malades, et ensuite, surtout, active. Dans quel sens? C'est dans le sens où on va rebondir sur ce qu'ils disent pour reformuler la phrase et bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Ensuite, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le soignant et le patient. Il faut aussi apprendre à les motiver. Il ne faut pas se dire « je l'ai motivé au début, mais ça s'arrête là, on verra tout à l'heure » et apprendre à les valoriser. Par exemple, une patiente qui s'est occupée de sa mère, qui l'a accompagnée tout au long de sa maladie, il faut lui donner confiance en elle en lui disant « mais tu as pu gérer ta mère et tout, comment veux-tu ne pas savoir gérer ton cas maintenant ?» Et puis, il faut surtout ne pas être avide de silence. Il faut surtout énormément communiquer et discuter de toutes les difficultés qu'a le patient et
particulièrement quand on envisage de nouveaux objectifs, parce qu'on ne noie pas le patient, on prend au départ 1 ou 2 objectifs, eh bien, il va falloir encore prendre le temps de lui expliquer ces nouveaux objectifs et comment les atteindre. Enfin, il faut aussi simplifier les modalités de traitement et du parcours de soins. Quand vous pouvez faire un bilan dans un même lieu, au sein d'un même hôpital, c'est mieux que de l'envoyer d'un hôpital à un autre. Et puis, simplifier les modalités de traitement, c'est tout simplement, lorsqu'il y a possibilité de donner une association fixe, par exemple, eh bien, on sait que ça améliore l'observance, c'est mieux que de multiplier les prises et les comprimés. Et enfin, il faut à chaque étape évaluer. À chaque fois que vous les recevez en consultation, il faut l'évaluer, prendre un peu de temps pour évaluer les acquis et mettre en exergue les difficultés. Malheureusement, on peut déplorer le fait que l'observance n'a pas, ou l'adhérence, on préfère d'ailleurs le terme d'adhérence à l'observance, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. En fait, elle nous a pas été enseignée pendant nos études médicales pour la bonne raison qu'on était beaucoup plus confrontés aux maladies aiguës plutôt qu'aux maladies chroniques. Alors, comment intervenir sur cette observance ou adhérence? Bien, selon l'OMS, vous voyez qu'il y a 5 dimensions de l'observance. Donc, on peut appliquer, c'est valable pour toutes les maladies chroniques, mais ici, j'ai pris l'application au diabète de type 2. Eh bien, il y a des dimensions qui ne sont pas modifiables, comme par exemple les conditions socio-économiques du patient. Vous ne pouvez pas intervenir sur ses ressources, sur la stabilité familiale, l'appartenance à une ethnie, sa culture, ni même sur la maladie. Elle est là, elle ne va pas guérir, mais il est peut-être déjà là avec des complications, il n'y a pas de marche arrière, mais vous pouvez stabiliser les choses. Mais là où on peut intervenir, c'est dans la qualité de la relation entre le malade et nous en tant que soignants, c'est également les comorbidités, c'est les émotions, l'émotionnel du patient. Il y a des moments où il va s'effondrer, ses croyances, ses perceptions et l'impact de l'entourage, parce que cet entourage, on en a besoin, c'est un entourage qui va être aidant. Vous identifiez au moins la personne la plus aidante et vous la faites participer à vos entretiens. Et enfin, la complexité du traitement, je viens de l'envisager par rapport aux modalités d'administration. Une prise, c'est mieux, et si vous pouvez avoir 2 ou 3 principes actifs dans un même comprimé, c'est encore mieux. Et puis, il faut essayer de comprendre l'impact sur la vie de tous les jours en essayant d'avoir le moins d'impact possible pour ne pas trop déranger la qualité de vie et gérer également la iatrogénie. Alors, cette diapositive que tout le monde connaît, qui nous a été produite pendant un certain… Celle-là, elle date donc du Standards of Care de 2018 et qui nous demande, pour la prise en charge du diabète de type 2, de mettre le patient au centre de nos préoccupations, avec comme objectif, bien entendu, de prévenir les complications et d'optimiser la qualité de vie. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas, on ne doit pas pourrir la vie des malades sous prétexte qu'il y a des traitements. Il faut essayer de maintenir ou même d'améliorer la qualité de vie de ces patients. Alors, bien sûr, il y a plusieurs étapes que je ne pourrais pas détailler ici, mais que vous connaissez. Il faut d'abord commencer par évaluer les caractéristiques du patient, considérer les facteurs spécifiques qui vont avoir un impact sur le choix du traitement, partager la décision. Vous allez dire au malade, voilà, moi, ce que j'ambitionne pour vous, c'est de vous donner ce qu'il y a de meilleur selon les études. Mais bien entendu, je vais vous expliquer les tenants et aboutissants, et puis quels sont les bénéfices, quels sont les effets secondaires, les risques, etc. Donc ça, c'est le partage du traitement que vous avez choisi. Et après, il faut que ce patient vous donne, vous allez vous entendre sur un plan de traitement, vous allez le mettre en place et puis vous allez assurer le suivi en faisant attention à l'émotionnel du patient et son bien-être, en ayant soin d'éviter la iatrogénie,
en particulier pour les hypoglycémies, hein, essayer de les minimiser le plus possible, lui apprendre surtout à les gérer. Et enfin, vous allez devoir à chaque fois évaluer ce traitement tous les 6 mois à 1 an. Il faut impérativement évaluer ce que vous avez mis en place pour corriger les dysfonctions et améliorer donc cette prise en charge. C'est pour ainsi dire que vous avez 3 leviers majeurs. C'est la prescription des traitements à haute probabilité d'adhérence. J'utilise pas des traitements dont l'efficacité n'a pas été prouvée. Donc, c'est l'évidence base de médecine. Il faut apporter les connaissances nécessaires aux patients sur sa maladie et sur ce traitement et améliorer donc notre relation avec lui. Et puis, vous avez 4 règles stratégiques pour ne pas verser dans l'inertie. Il faut intervenir tôt, interagir souvent, expliquer, réexpliquer, bien connaître son patient et cibler les interventions. Vous pouvez utiliser en cours de consultation, par exemple, des questionnaires. Vous pouvez poser vos propres questions, mais c'est bien aussi de s'inspirer des questionnaires faits par d'autres, comme ici le questionnaire de Morisky, et vous poserez donc certaines questions pour tester cette adhérence ou cette observance. Et vous allez lui dire, vous arrive-t-il quelquefois d'oublier de prendre vos médicaments sans heurter sa sensibilité? Et en plus, vous allez marteler en contournant ou en reposant la question d'une autre façon. Lorsque vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête, vous arrive-t-il de stopper votre traitement? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont l'arrêter en pensant que parce qu'ils se sentent bien, ils sont probablement guéris, ou encore ils se disent je vais faire une expérience, je vais voir ce qui va se passer. Ou encore, combien de fois avez-vous eu des difficultés à vous rappeler de prendre votre traitement? Parce que les oublis, on connaît, ça arrive à tout le monde. Mais alors ces oublis, est-ce qu'ils sont gérables? En fait, les sources de non-adhérence sont nombreuses, et puis il y a des astuces que vous pouvez mettre en place pour aider ce patient. L'oubli, c'est 25% des explications donc à la mauvaise adhérence. Vous avez dans 24%, c'est la crainte, la guérison n'intervient pas ici parce que c'est une maladie chronique. Dans 14% des cas, c'est la lassitude de prendre autant de médications toujours à certaines heures, etc. Et dans 5% des cas, c'est peut-être moins valable pour nous, mais c'est quand même valable quand le patient doit rajouter de l'argent s'il n'a pas suffisamment de ressources pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour tout ça, ben, ce qu'on peut faire, c'est l'aider à associer la prise médicamenteuse à des temps importants de la vie. Soit qu'il prend soit un semainier ou un pilulier quotidien, c'est encore mieux, depuis donc du matin au soir, soit il va associer cette prise médicamenteuse avec un repas important, ou encore, il peut avoir des rappels au téléphone. Et donc, pour nous, en tant que soignants, ce qui est important, c'est de diminuer le nombre de prises. J'ai suffisamment insisté là-dessus. Diminuer le nombre de comprimés. Donc, plus un médicament a un temps, une demi-vie qui est longue, et mieux c'est pour le malade. Plus un médicament, je ne parle pas des insuffisants rénaux, bien entendu, plus il y a des principes actifs, 2 ou 3 principes actifs dans un même comprimé, et mieux c'est. Et puis, il faut essayer, si vous avez un bon arsenal thérapeutique, eh bien, il faut quand même connaître la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de ces médicaments pour essayer de ne pas perdre de vue le profil, efficacité, tolérance. Et choisir, bien entendu, les médicaments les plus efficients, c'est-à-dire, quand on parle d'efficience, c'est l'efficacité par rapport au coût. Il ne faut pas aussi qu'il soit que vous lui demandiez la lune, surtout quand ce n'est pas remboursé. Hein. Enfin, il faut savoir quand même que vous allez avoir des difficultés avec les malades
qui ont un faible niveau intellectuel, ou même les analphabètes, c'est peut-être encore plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les éduquer. Moi, je veux vous assurer qu'une analphabète est parmi les meilleurs de mes malades. Je l'utilise même dans les cours d'éducation thérapeutique, enfin dans les réunions d'éducation thérapeutique. Et ça a été prouvé par les études qu'une faible littératie, donc peu de connaissances en santé, vont être associées à de mauvais résultats et donc un mauvais contrôle glycémique ou des autres facteurs de risque, tout simplement parce que ces malades ayant une compréhension limitée, ils vont avoir de la difficulté à maîtriser l'autosurveillance, par exemple, et la résolution des problèmes qui vont se poser à eux. Tout cela, ça se règle par l'éducation thérapeutique, mais je conçois qu'en consultation, on n'est pas toujours le temps d'arriver à régler les problèmes de ces malades. Mais on arrivera à les éduquer si on les met en éducation thérapeutique. En fait, il faut comprendre aussi que l'OMS dit que l'adhérence est plus efficiente que n'importe quelle innovation thérapeutique à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tous les médicaments qui vont venir dans le futur et dont on va nous faire croire que c'est le médicament miracle, eh bien, ils ne pourront jamais contribuer à la prise en charge du malade, de cette maladie, comme l'adhérence. Donc, il faut s'attacher à avoir une meilleure adhérence du patient. Comment? Bien entendu, c'est par le biais de l'éducation thérapeutique du patient, qu'elle se fasse en groupe ou en individuel. Les malades ont besoin, déjà en cabinet, vous allez la faire très souvent en individuel. Vous consacrez un petit peu de temps au début de la consultation, ne serait-ce que 5 minutes, et vous verrez que votre quotidien dans la prise en charge de ces malades va énormément changer et s'améliorer. Et cette éducation thérapeutique, elle permet non seulement l'acceptation de la maladie, elle va améliorer l'adhérence aux prescriptions thérapeutiques et puis elle va, comme je vous disais tout à l'heure, deuxième objectif de la prise en charge, améliorer ou maintenir la qualité de vie du patient. Mais à une condition, on ne fait pas l'enseignement de 3 ou 4 modules et on arrête. Non, en fait, cette prise en charge doit être continue, elle doit être intégrée au parcours de soins du patient. Alors, l'éducation thérapeutique de ces patients doit être orientée elle doit être centrée sur le patient que vous avez en face. Ça veut dire qu'on ne va pas donner juste administrer des modules à tout le monde de la même façon. Non, on doit partir avec une méthodologie qui est adaptée. Il y a 4 étapes obligatoires qui se font selon une démarche structurée, c'est ce qu'on appelle donc l'éducation thérapeutique structurée. Et vous commencez par le diagnostic éducatif, parce que ce malade, même si l'on vient de découvrir son diabète, il a déjà des connaissances, je vous disais, peut-être parce qu'il entend des choses dans la rue ou parce qu'il a déjà des parents malades. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir noter ça, vous allez négocier avec lui, vous voyez quelles sont les priorités, vous allez négocier avec lui les objectifs, on en prend 2 au départ, pas plus de 2. Il faut qu'il soit smart, c'est-à-dire spécifique. C'est-à-dire, c'est en anglais, hein, donc c'est spécifique. Il faut qu'il soit réaliste. Il faut qu'il soit également limité dans le temps. Bref, c'est en fait chaque lettre correspond à l'acronyme d'une constante à avoir en tête. Enfin, il y a également la 3e étape, c'est la mise en place du projet personnalisé, parce que vous faites un projet pour ce patient et pas comme celui de tout le monde. Et puis, vous allez évaluer les acquis et le processus. Ensuite, vous devez aussi vous arrêter, vous devez aussi
également vous servir de l'entretien motivationnel face à cette maladie qui va rester tout au long de la vie de ce patient. Et donc, il ne faut pas se dire, je l'ai fait une fois, ça suffit. En fait, à chaque étape importante de la maladie, c'est-à-dire au moment du diagnostic au départ, ensuite au moment où vous allez mettre en place le traitement, aussi bien pour les règles d'hygiène de vie que le traitement pharmacologique, et puis à chaque fois que vous allez devoir passer à une étape plus importante, comme par exemple le fait d'initier l'insuline au départ, donc la basale, et puis à l'étape de l'optimisation. À chaque fois, vous devez vous arrêter et faire un entretien motivationnel à ce patient parce qu'il peut se décourager et votre apport est extraordinaire à ce moment-là. J'entends des bruits parasites, le technicien, je ne sais pas si on peut les éliminer. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on cherche en faisant tout ça? Quelle est la finalité de l'ETP? En fait, on cherche à aider le patient non seulement à comprendre sa maladie, à comprendre son traitement, pour tout simplement qu'il devienne autonome. Non pas qu'on veut se débarrasser de lui, mais qu'on veut que quand il est seul, il puisse prendre des décisions et puisse résoudre ses problèmes et que même dans la société, il puisse changer de comportement. Par exemple, il passe devant une pâtisserie, il voit tous ces gâteaux, il ne faut pas qu'il succombe. S'il veut prendre réellement un gâteau, il faudra qu'il sache comment se dépenser à côté pour pouvoir gérer cette envie à laquelle il a cédé. Donc, ce qu'on veut, c'est lui transférer des compétences d'auto-soin ou des compétences d'auto-prise en charge, par exemple, manger mieux, bouger plus, l'autosurveillance glycémique, adhérer aux médicaments, résoudre ses problèmes, mettre en œuvre tout le temps sans qu'on soit derrière lui des comportements sains comme pratiquer l'activité physique tous les jours si possible ou au moins 5 fois par semaine, mais si possible pour les diabétiques c'est tous les jours, et diminuer les comportements à risque comme par exemple le fait d'arrêter de fumer. On ne fera pas cette question sans parler de notre contexte actuel qui est le contexte du Ramadan. Rappelez-vous cette slide, je vous l'ai produite la semaine dernière quand on a parlé des hypoglycémies et je vous ai donc parlé de ce fameux programme READ où on a pris un groupe de malades qu'on a éduqués et on l'a parié à des malades qui n'ont pas été éduqués, mais ils ont quand même reçu les précautions d'usage, c'est-à-dire les conseils que nous donnons habituellement en consultation aux malades. Et on voit bien que finalement, ces patients qui ont été éduqués vont faire moins d'hypoglycémie que ceux qui n'ont pas été éduqués. Par contre, le nombre d'hypoglycémies pour ceux qui n'ont pas éduqués sont carrément multipliés par 4. Et il n'y a pas que les hypoglycémies. Par rapport aux patients qui ont été éduqués, vous voyez que finalement, il y a eu même une réduction significative du poids pendant le Ramadan. Et puis, le taux d'HbA1c, il s'est peut-être amélioré légèrement, mais ce n'était pas significatif, mais au moins il s'est maintenu. Donc, ils n'ont pas dégradé leur équilibre, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ont été pas éduqués et qui ont pris une prise de poids significative, au moins 600 grammes, et qui ont augmenté également leur taux d'HbA1c qui s'est dégradé puisqu'il a augmenté de 0,33%. Et ce n'est pas négligeable. Voyons maintenant le deuxième volet. Là, on vient de terminer avec le volet malade. Et là, c'est le volet qui nous intéresse, nous, qui nous revient à nous en tant que soignants. Et donc, c'est l'inertie clinique. C'est quoi l'inertie clinique, en fait? C'est quand le médecin a suivi les recommandations, il les connaît, mais il va rester inerte devant ce patient. Il sait qu'elles sont applicables à ce patient,
mais il ne va pas le faire, prétextant des tas de choses. Bien ça, c'est ce qu'on appelle l'inertie clinique. Et quelles sont les choses qui sont invoquées? Très souvent, on dira, oui, on n'a pas suffisamment de temps en consultation pour expliquer ça, donc je fais vite, on va laisser à la fois prochaine et la fois prochaine l'autre fois. Ensuite, parfois, alors les problèmes de remboursement, c'est pas pour nous. Ensuite, il y a la surestimation de l'observance du patient. Sans poser la question au patient, on suppose qu'il est observant. Alors qu'il suffit de lui dire « Tiens, ramène-moi ce qui te reste comme traitement parce que ça peut servir à ceux qui ne sont pas remboursés, etc. » Et vous verrez qu'ils ont toujours des restes, ce qui veut dire qu'ils ne prennent pas complètement leur traitement. Et puis, la méconnaissance des recommandations. Il y a des médecins qui ne se remettent pas en question et qui, justement, restent avec des vieilles connaissances. C'est pour ça que ces webinaires sont les bienvenus, sans se déranger de chez soi. On peut les suivre et se tenir à jour des évolutions. Et donc, il faut aller vers l'alliance thérapeutique, ce qu'on appelle donc une alliance thérapeutique. Je vais me mettre au niveau de mon malade, mais pas juste me mettre, il faut passer ensuite à l'action en vérifiant par 5 questions clés. Posez-vous toujours la question, est-ce que mon malade se sent vraiment concerné par sa maladie? Et puis, il faut absolument se dire, est-ce qu'il est convaincu? Donc, par des questions, vous pouvez savoir très bien s'il est convaincu de ce que vous avez dit et il faut parfois marteler. Ensuite, donnez-lui confiance en lui-même. Il faut qu'il ait confiance en vous, mais il faut qu'il apprenne à se faire confiance pour gérer en particulier au moment où il faut, par exemple, s'injecter de l'insuline, maîtriser la technique d'injection. Et puis, il faut toujours se poser la question de l'adhérence à plusieurs étapes de la maladie. Et puis, il faut, bien entendu, grâce au bilan biologique, les indicateurs de santé qu'on a, l'HbA1c, le taux de cholestérol, etc., voir si les choses se font bien. Voici dans cette étude illustrée, c'est donc l'étude d'e-attitude, qui est une étude française et qui a été menée sur 17 000 patients gérés par des médecins généralistes, mais dont le dossier était raccordé sur le plan électronique. Ils ont eu à les suivre, enfin pour l'étude, pendant au moins 1 an, et en demandant à ce qu'il y ait au moins 2 valeurs d'HbA1c disponibles. Et finalement, en termes de résultats, eh bien, en sachant que l'HbA1c était élevé, il n'y a que 13% des malades chez lesquels les médecins ont modifié le traitement. Dans 39% des cas, ils ont attendu 6 mois et dans 59% des cas, ils ont attendu 1 an avant d'augmenter, enfin d'intensifier ou d'optimiser le traitement. Or, et quels étaient les facteurs limitants? Il semble que ce soit le sujet âgé, enfin le grand âge, et probablement, en fait, et ils ont peur d'optimiser quand l'HbA1c n'est pas très perturbé. Ils attendent qu'elle soit à 9%, ce qui est inconcevable. En fait, c'est de la perte de temps pour le malade. Tout simplement parce que grâce à cette étude, vous voyez que donc en bleu, donc la ligne de haut, ce sont des malades qui n'ont pas été intensifiés rapidement, alors que la ligne en bas, donc le bleu, ils ont été intensifiés rapidement au bout de 6 mois. Eh bien, quand on attend dans l'inertie pendant 1 an, voire plus, et il va s'établir une mémoire métabolique de cette dysglycémique et le malade va le payer par des complications. Regardez donc au bout, donc ces mêmes malades ont été suivis. Donc il y a eu une inertie pendant 1 an et puis on a donc on a rappelé ces malades au bout de 5,3 ans et on a remarqué que 67% d'entre eux ont fait des infarctus du myocarde, 51% des AVC, 64% des insuffisances cardiaques et si on prend le MACE, donc le critère composite des événements cardiovasculaires majeurs, c'était 62% des patients qui ont fait donc des problèmes. Et ainsi, on peut donc conclure en disant que l'adhérence
c'est quelque chose de capital, tout comme la lutte contre l'inertie, mais on sait très bien que le premier, parce que en nous, enfin, le combat contre nous-mêmes, il faut qu'on le fasse, mais c'est surtout avoir à amener le malade à adhérer. Ça présente donc en fait des inconvénients évidents à court terme pour le malade, parce que pour adhérer, ça veut dire qu'il va renoncer à beaucoup de choses, manger tout ce qu'il aime, sans compter, hein, parce qu'on ne va pas lui enlever tout ce qu'il aime. Et puis, quand on leur dit « tu ne manges pas et tu prends ton traitement pour ne pas faire de complications », ces complications, tant qu'il ne les a pas fait, pour lui, ça reste hypothétique, c'est de l'abstrait, c'est à long terme. Et donc, alors que ne pas être observant, c'est satisfaire une envie tout de suite. Alors que, donc, être observant, c'est une récompense qui est abstraite. Ben, il faut à chaque fois discuter, marteler, revenir sur les choses, leur parler des études en les simplifiant au maximum, et surtout quand vous vous confrontez dans les séances d'éducation de groupe, eh bien, le malade qui n'a pas fait de complications, qui voit déjà des malades qui ont fait des complications, ça deviendra moins abstrait à ce moment-là. Et bien entendu, la non-observance, c'est une perturbation de la projection dans le temps. Donc, les confrontés à ces malades vont finalement les faire voir les complications de visu chez les autres, et donc ils se diront, nous aussi on peut être concernés. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut trancher, il faut résoudre cette ambivalence qu'on a par rapport au choix. Tout le monde est ambivalent quand ils ont un choix important, mais quand il s'agit de la santé, je vous assure que si vous savez y faire, eh bien ils feront le bon choix, celui que vous attendez, pour mieux les prendre en charge et les préserver des complications à long terme. Voilà, je vous remercie. Alors, il semble qu'il y ait des questions, donc on me les a ramenées. Alors, quelle est la fréquence de l'autosurveillance pour les diabétiques de type 2? Évidemment, en fait, la fréquence de l'autosurveillance n'est pas la même pour le type 1 et le type 2. D'abord, pour le type 2, pendant longtemps, on a dit que les études n'ont pas montré de différence entre, enfin, de bénéfices par rapport à ceux en fait, des malades qui pratiquent l'autosurveillance par rapport à ceux qui ne la pratiquent pas. Mais chose pour laquelle je ne suis pas d'accord, parce que comment voulez-vous expliquer à un malade qui a une maladie qui est tout à fait silencieuse qu'il y a des choses qui se passent dans leur corps, dans son corps, alors qu'il ne ressent rien? C'est grâce à cette autosurveillance. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Ould Ali. Eh ben, on vous remercie pour votre assiduité et ça. Au revoir.